Traduction à partir de l'interview originale menée par Andrea Orosz, diffusée le 17 juillet sur RFI Roumanie pour l'émission Jeunes en Europe. Adaptation française de cet entretien par Estelle Chambrelan et Daniel Pop. Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Jeunes en Europe. Aujourd'hui, nous avons comme invité Daniel Pop, jeune danseur et chorégraphe installé à Paris. Un jeune nomade comme lui-même se présente. Je vous invite à le découvrir. Je suis Daniel Pop, d'origine de Târgu Mureș. J'habite à Paris depuis presque 9 ans. Je suis danseur et chorégraphe. Comment es-tu arrivé à Paris? Danseur, chorégraphe? Je rêvais beaucoup d'Amérique latine quand j'étais enfant et à l'âge de 19 ans, j'ai pris ma valise et je suis parti à Buenos Aires où j'ai étudié danse moderne et comédie musicale. Et après, en découvrant la danse contemporaine, j'ai pris contact avec Gigi Cottulianu par le biais d'artistes du théâtre Ariel de ma ville natale avec lesquels j'ai travaillé pendant que j'étais au lycée. Donc j'ai décidé de venir à Paris pour suivre ces cours rigoureux, pour avoir une base solide en danse contemporaine et j'ai étudié au conservatoire. C'était la raison pour laquelle je suis venu à Paris et j'ai continué à l'étudier pendant plusieurs années. Bien sûr qu'entre-temps, j'ai été très curieux de voir ce qui se faisait sur ce fameux marché, cette grande scène qui est Paris et pas que. J'ai suivi des masterclass, vous savez, ce sont des ateliers chorégraphiques professionnels avec d'autres grands chorégraphes et d'autres artistes. Et j'ai essayé d'avoir un panorama le plus vaste et riche possible dans ce domaine. Il y a une concurrence énorme et à la fois, comme je disais tout à l'heure, cette liberté de créer ton propre chemin, ta signature et ton univers, je l'ai trouvé qu'ici. Et cela, c'est aussi grâce à un système qui protège beaucoup les artistes de point de vue légal, administratif et je pourrais dire même financier, car il existe un statut privilégié, je pourrais dire. Cela s'appelle un intermittent de spectacle. Avec ce statut, on peut avoir un niveau de vie et on peut se permettre certaines collaborations pour des projets dans lesquels on sait tous que parfois ça prend plus de temps la préparation que le spectacle en lui-même et la saison même dans laquelle on se présente. Et avec ce statut, je peux répondre affirmatif à des projets de longue durée et je peux me lancer dans des provocations inédites. Et ici, va suivre la question classique. Le futur, tu le vois où? Si je comprends, ici c'est tellement bien, donc je voudrais comprendre. Vas-tu rester? Je voudrais savoir si la Roumanie est une option pour toi. Je ne sais pas si c'est bien, je crois que c'est intéressant. Et ça correspond par rapport au niveau et intérêt que j'ai de point de vue chorégraphique, artistique. Les gens que je rencontre, les artistes, les institutions avec lesquelles je collabore à l'heure actuelle. Bien sûr qu'aujourd'hui, et depuis toujours, la danse est universelle. Et maintenant, on peut voyager facilement. Je suis très au courant de ce qui se passe dans les autres capitales européennes. J'y vais, je me documente ou je participe à certains ateliers chorégraphiques avec d'autres compagnies. Je crois qu'il s'agit du lieu opportun, en moment opportun, et pour moi, cela s'appelle clairement Paris. Si je me projette dans quelques années, j'aime la mer. Je rêve d'avoir une maison au bord de la mer, mais avec un aéroport très proche, pour que je puisse me déplacer facilement pour faire mon travail. Et je ne sais pas, pour moi, il existe une carte, si je visualise, mais je n'ai pas de frontières. Je me sens bien partout, je me sens à la maison partout, de lors qu'il y a un spectacle, une scène, des gens avec lesquels je peux communiquer de cette façon et une projection dans l'avenir. Ça serait de faire le plus de collaborations possible, que je puisse me tester dans plusieurs domaines artistiques liés à la danse. Et cette fameuse petite maison dans laquelle je pourrais inviter tous mes amis pour d'autres choses qui n'ont peut-être pas à faire avec la danse. Je crois qu'au bord de mer, avec un verre de vin et une super compagnie, cela peut devenir une danse des vagues. Parce que tu disais, est-ce qu'il y a eu un moment où chez toi, ce n'était plus chez toi? Tu ne t'es plus senti à la maison? Parce qu'en t'écoutant, je me suis rappelé que, en général, les artistes en Roumanie se plaignent de devoir faire des compromis, Mm. qu'ils ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils aiment. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle de cette question. Quand est-ce que chez toi, ça n'a plus vraiment été chez toi?
Alors, je tiens à préciser que je me sens très chanceux et à la fois, je crois que ça vient de l'éducation que j'ai reçue, grâce à mes merveilleux parents qui m'ont tellement chouchouté que je ne me rappelle pas d'avoir fait des grands compromis et j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. C'est très évident que je voulais faire de la danse, du théâtre. À l'âge de 5 ans, j'imitais les grandes stars devant ma télé, je reproduisais les gestes et les mouvements, je fumais un crayon et je me mettais du rouge à lèvres ou d'autres folies, voilà. Et donc du coup, j'ai suivi des cours de danse classique, j'ai suivi des cours de théâtre, j'ai chanté dans une chorale d'église pendant 7 ans. J'ai fait des tournées dans le pays, j'ai joué dans un théâtre professionnel avec des comédiens confirmés avant de finir le lycée. Je crois que ce désir de partir en Amérique latine était plutôt lié à un rêve de découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. D'apprendre, j'ai toujours eu soif d'apprendre. Je ne peux pas dire qu'en Roumanie, j'ai tout appris, qu'il y avait de la matière de danse à apprendre et puis que je me suis cassé. J'ai toujours collaboré avec des gens, mais je ne peux pas dire que là-bas, j'ai eu tous les grands noms, toutes les possibilités, et que ensuite je vais me dire c'est bon, en Roumanie, j'ai tout fait, ça se passe comme ça. Euh, non, c'est venu comme ça. Je pense que c'était fait d'une façon naturelle. J'avais une amie qui étudiait cinématographie et télévision à Buenos Aires et elle m'a dit voilà, si tu veux venir étudier, je suis là, tu peux venir essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je pense que c'est lié à une aventure humaine, d'une recherche de l'évolution de ma personnalité, de Daniel homme, et pas forcément Daniel danseur ou ce que Daniel va devenir en quelques années au bord de mer, par exemple. Et comment se fait-il que tu sois pas resté là-bas? Oui, justement, je pense que je suis nomade et j'aime cette idée. Déjà pour moi, le corps d'un danseur est inscrit des histoires, des expériences, des univers dans lesquels il sort, il rentre à nouveau. J'aime beaucoup cet exercice et en tenant compte que j'ai fini les études et que j'ai commencé à travailler comme freelance, je n'ai jamais pratiqué cet exercice de rester longtemps dans une compagnie et donc je trouve que ça correspond à ma personnalité tout simplement, hein. Je crois que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas resté en Roumanie. Bien sûr, à mes 15 ans, je pensais faire des études, aller à Bucarest à l'université, après avoir fait des collaborations et jouer dans des différents théâtres, mais finalement, ça s'est passé ainsi. Et à 19 ans, je pense que c'est l'âge auquel tu as envie de découvrir, de prendre tes affaires et partir, prendre l'avion, rencontrer des gens, des cuisines différentes. Et ça a été une décision prise par Daniel l'enfant, Daniel l'adolescent qui voulait apprendre à danser. Et à l'heure actuelle, je collabore avec des théâtres en Roumanie. J'ai l'occasion d'emmener mes pièces, les jouer là-bas dans des festivals ou à Târgu Mureș par exemple, où je suis reçu avec beaucoup de chaleur, et ainsi que des productions des théâtres roumains, comme ça a été le spectacle Vivaldi et les saisons signé par Gigi Căciuleanu pour la troupe des comédiens du Théâtre national de Târgu Mureș, ma ville natale, dans lequel j'ai eu l'occasion d'interpréter le rôle principal, et c'est pour ça que je le dis, il se passe des choses. J'ai plusieurs projets en route, notamment j'ai un projet avec une ONG qui est ouverte en Europe et travaille sur la question des réfugiés. J'ai voulu m'impliquer dans ce projet aussi pour me tester dans ce domaine, dans ce sujet qui est si complexe et problématique. Je me suis posé la question un jour et avant de répondre à cette provocation, la question déjà c'était avec quoi je pourrais aider? En quoi la danse peut-elle apporter quelque chose? Et on réalise un beau projet qui mène son chemin, un projet dans lequel il y a des avocats impliqués, des chercheurs, des gens du milieu du cinéma, parce qu'on essaye de raconter une histoire à travers les mouvements et l'image. Et en quoi ça consiste justement ce projet? Il s'agit d'une collaboration entre une maison de production, Forever Films Productions, France, Roumanie, Argentine, ma collaboratrice de Roumanie, Argentine, Moana Merdariu, et de l'autre côté, cette ONG gérée par Patricia Papouk, c'est une amie de longue date et collègue qui est actuellement basée à Berlin. Elle dirige cette plateforme européenne du point de vue légal pour l'intégration des réfugiés dans les pays européens afin de les aider en tout ce qui est relevé de la paperasse, les délais, tout ce domaine. Ce n'est pas à moi.
je sais pas les gérer, donc c'est très bien qu'on soit dans une collaboration pareille. Donc en fait, c'est un programme qui s'adresse aux personnes ayant étudié les statuts des réfugiés pour trouver un emploi. Et tu disais que tu t'es posé la question suivante, en quoi ça pourrait les aider? Je n'ai pas trouvé la réponse en mots, sinon en mouvement. J'ai créé le clip de sensibilisation dans lequel j'ai eu l'occasion de collaborer avec une fille d'origine syrienne. Elle s'appelle Wad Kalas, qui a un statut de réfugié ici en France et qui continue sa vie, son chemin et ses études. C'est un clip dans lequel j'ai essayé, au travers des images et de la danse, qu'on parle de la notion de liberté et comment cette liberté est vue dans l'âme et les yeux de quelqu'un qui a laissé sa famille et sa vie d'avant dans son pays d'origine. Vous savez, c'est quelque chose de très compliqué et moi j'ai imaginé toute une action qui se déroule à Paris et j'ai considéré qu'on peut parler d'une ville de la liberté et dans les images on aperçoit une fille qui observe certaines choses qui peuvent nous paraître tout à fait simples à nos yeux et pour elle en fait c'est interdit. Dans ce concept artistique, on constate une évolution. Je signe la direction artistique et je joue dans une scène. Il y a d'autres artistes impliqués dans ce clip. Quand le moment sera venu, je pourrais vous dévoiler plus de détails, mais pour l'instant, voilà, le clip est en production. On y travaille, c'est un matériel d'information. Ce qui est important à retenir, c'est que cette vidéo n'a pas été faite pour la médiatiser sur les réseaux sociaux, cumuler des likes ou devenir très connu suite à ce projet, mais bien l'initiative de soutenir cette ONG qui cumule des signatures pour justement pouvoir changer certaines lois qui existent déjà dans la Constitution pour des réfugiés qui ont besoin de quelque chose, de ce quelque chose qui peut faire bouger les gens, les sensibiliser. Et donc ce quelque chose, je ne sais pas quoi te dire, je ne connais pas les lois, ce dont vous avez besoin. Je parlais avec Patricia, j'essaie de lui expliquer ça. Tout ce que je peux faire, c'est de danser et qu'on réfléchisse ensemble à comment on pourrait faire au travers la danse et les images. Et nous voilà, on a fait ce projet qui est en fait une trilogie. Donc du coup, cette première partie, ça consiste dans une sensibilisation par cette vidéo. C'est un clip d'information. Après, mon idée, c'était partant de ce clip, on puisse aller à la rencontre des réfugiés dans des centres d'accueil, les aider en construisant un spectacle manifeste comme un endroit sécurisé dans lequel ils puissent s'exprimer, raconter leurs histoires, échanger et éventuellement partager des expériences de vie. Je pense qu'il faut amener l'art dans des endroits où il peut avoir une force, une dynamique. Cette étape est très coûteuse, vous l'imaginez bien, il s'agit de différents partenaires. Cette ONG travaille assidûment et ils ont même changé leur siège à Berlin pour justement y avoir plus d'accès. Ils sont entre Berlin et Bucarest parce qu'ils ont plusieurs collaborations ouvertes. Et une troisième étape qui est déjà, alors là, c'est le summum, on parle carrément d'un autre budget, d'une autre dimension. Peut-être que c'est quelque chose qui mérite d'être parlé autour d'un verre dans la maison au bord de mer dont je rêve et je vous invite. Ça serait un documentaire avec la fille, cette fille ou bien une autre réfugiée, ça dépendra le moment venu, qui puisse justement révéler pardon, des situations où certaines choses, là on parle d'une production de film avec Une autre envergure. oui, voilà, on peut dire une autre envergure. Il existe une dynamique et d'une certaine façon, ces gens devraient se raconter, se rencontrer pour se raconter justement, se raconter des choses. Peut-être pas forcément pour signer un projet ou pour faire quelque chose ensemble, sinon tout simplement échanger les expériences de vie. Voilà, les points de vue, réfléchir ensemble, c'est pour aider à apporter quelque chose de nouveau ou d'ancien qui a été oublié finalement. Je ne pense pas qu'on invente quelque chose, vous savez. On parle des mêmes choses, mais d'une façon différente. La vie est la même et les gens sont les mêmes. Hmm. Mais les domaines sont différents. Je suis quand même curieuse de savoir si dans ton domaine, ça a de l'importance d'être roumain si l'autre en face de toi est français.
Je ne sais pas. Je ne sais même pas quelle réponse vous donner. En ce qui me concerne, non. Par exemple, ça m'est arrivé d'aller à l'aéroport en Roumanie et d'avoir mon passeport dans la main. On me regarde et on me voit. On me parle en anglais. Tu ne fais pas un roumain, tu ne parles pas comme un roumain, tu ne te tiens pas comme un roumain, la barbe, je ne sais pas comment, les yeux bleus, ceci, cela. Je n'ai pas de frontières, je vous l'ai dit, je ne m'arrête pas à ce genre de détails. J'adore Paris justement pour toute cette diversité et les amis que j'ai. Ça m'intéresse beaucoup la diversité, tout ce qui est différent de moi. Si je ne comprends pas, je fais l'effort de ne pas juger et demander pourquoi, demander une explication. Et comme je disais tout à l'heure, les domaines sont différents et évoluent. Cette plateforme dont je parlais, Art 12 PM, est internationale car je travaille justement avec des artistes et chercheurs de différents horizons, et pas que Paris ou Roumanie, car cette légitimité que je m'autorise, c'est justement parce que j'ai pas de frontières dans ma tête et dans ma façon de vivre. Je souhaite que cela se soit reflété dans mon travail quotidien, aujourd'hui, ici, demain ailleurs, qui sait. Et est-ce que tu es en contact avec la communauté roumaine? J'ai bien compris que tu étais nomade, tu le dis toi-même d'ailleurs, mais avec les Roumains, tu gardes le lien. Comment les vois-tu? Bien sûr, à l'heure actuelle, j'ai un projet signé avec une comédienne et metteuse en scène, Codrina Pricopoia, qui habite ici à Paris depuis longtemps, et on a créé ensemble un spectacle de danse-théâtre co-signé par l'Institut culturel roumain. Je suis souvent invité par eux pour faire des choses dans certains projets, défilés chorégraphiques, spectacles, lectures, théâtre et danse, et je suis très 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 heureux de pouvoir garder contact avec eux, de les sentir à mes côtés, leur soutien institutionnel. J'ai également des amis d'enfance qui sont venus ici. Par exemple, je pense à deux amies qui habitent maintenant ici, venues avec le programme Erasmus. Elles sont restées pour faire leur carrière respective ici en France. Dans quel domaine? Le droit. Une des filles, il s'agit de Sandra Inculescu et Didona Tudoraki. Sandra est spécialisée en droit commercial et Didona est en propriété intellectuelle. D'ailleurs, à l'heure actuelle, Dida, comme on l'appelle nous, est la présidente de cette plateforme Art 12 PM. Et je suis très fier, bien sûr, j'ai un lien avec les Roumains à Paris. Une voisine, amie de cœur, Dana Diminescu, grande sociologue à Paris, avec qui je signe aussi un projet très bientôt. Parlons de cette idée de transversalité et de ces combinaisons que j'aime tant et que je souhaite partager à mon public au sens plus large. Je suis en contact et en Roumanie, je vais souvent et même en vacances et ça me fait très chaud au cœur. Je me sens bien là-bas et en étant à Paris, quand je voyage là-bas, on me demande souvent comment ça va, tu vas bien? Et moi je réponds très fair play, oui oui très bien, j'ai bien, je n'ai pas de dette à la banque. Parce que je n'envoie pas de l'argent à la maison, j'économise pas. C'est en blaguant, mais quelque part, ça représente aussi une réalité de laquelle je profite, parce que je vis ma vie telle comme je la veux, et je crois que le prix à payer est énorme. Je ne sais pas si c'est intéressant de raconter à quel point c'est difficile, combien d'accidents j'ai eu de point de vue corporel, je ne sais pas combien d'usures psychologiques j'ai pu vivre avec certains projets difficiles, combien de projets qui n'ont pas abouti, combien de gens que j'ai pu blesser ou ils m'ont lâché en cours de route. Le niveau de vie est assez élevé. Des bombes, des attentats, des religions, des différences, jugements. Oui, oui, je crois que c'est compliqué. Je crois que c'est dur. Et je crois que l'artiste est celui qui porte tout cela en lui, dans ses molécules et avec tout ce qu'il essaye de transmettre. Mais je ne sais pas. Je crois pas que je fasse partie. Je crois que je fais partie de cette génération qui est née avec des difficultés. Et je crois que ce sont des difficultés avec lesquelles on avance. C'est comme ça et on y va tout droit. Ça nous fait parfois peur et peut-être qu'on a cette chose dans les gènes et je pense qu'on se pose même plus la question à quel point c'est dur, combien de temps il nous faut pour arriver, quelles sont les modalités pour réussir. Moi, je pense que tu suis ton chemin avec confiance et tu trouves des gens et des situations dans lesquelles tu te trompes
Et à un moment donné, tu vas trouver des gens qui vont t'aider et ça va marcher. Ouais, ouais, tu continues quoi en fait. Mais tu disais que quand tu vas en Roumanie, le public y est différent. Le public est différent et à la fois, je disais tout à l'heure que les gens sont les mêmes. Euh, ils sont tous les mêmes face à une vérité que toi, en tant qu'artiste, tu proposes. Bien sûr que ce soit une vérité et pas un spectacle monté rapidement parce que tu as eu les moyens ou parce que tu veux juste ramasser de l'argent et partir. Malheureusement, ça arrive cela aussi. Mais la différence, je dirais qu'elle est culturelle, dans un premier temps. C'est mon point de vue. Ça tient de l'accessibilité par rapport à cet univers de la danse contemporaine qui est la plupart du temps assez codifié ou pas si accessible que ça. Par exemple, dans les conférences ou débats que je fais après un spectacle, les gens me disent bah, j'ai rien compris. Félicitations pour votre prestation, vous êtes super, vous transpirez, vous donnez le meilleur de vous, mais je n'ai rien compris. Quelque part, je les comprends aussi, et plein de fois, ça m'arrive d'aller voir des spectacles contemporains et je me pose la question, ok, mais je pense qu'il faut pas chercher à comprendre, sinon juste sentir. Ici, ils sont tous en proportion égale de réceptifs ou retenus par rapport au sujet que tu proposes brièvement. La dernière fois, la dernière création que j'ai faite, elle parle du genre, le genre social, sexuel. C'est un spectacle qui est tiré de mes expériences, de mon enfance, de mes croyances, mes questionnements par rapport à une enfance dans un communisme, dans un contexte spécial, dans lequel le sens était unique, du masculin au féminin, et aucun cas du féminin au féminin, hein, ou du masculin au masculin. Enfin, si, du masculin au masculin, oui, un tout petit peu, mais bref, je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas faire un récit politique, hein. Je veux juste dire que cette retenue est liée aux sujets qui font mal ou dérangent, peu importe dans quel coin du monde on se trouve. Bien sûr que je ne vais pas jouer et que ça ne va pas être perçu pareil, ce spectacle qui va sortir d'ailleurs en 2020 en France. Si je le joue en Roumanie, les temps sont différents, les histoires aussi. Je crois que cet aspect culturel, de mon point de vue, à quel point il est habitué à voir ou entendre parler de cela, si je pense à un spectacle transgressif ou violent, oui, je crois qu'il s'agit de cela. Et je crois qu'on parle aussi d'une éducation de spectacle contemporain. En France, ils sont habitués à cela depuis longtemps, alors qu'en Roumanie, je vois des choses sublimes en Roumanie, des spectacles engagés, la prise de risque assez élevée. Je suis assez surpris et je garde contact avec mes collègues qui font des spectacles très forts, ils essayent, ils luttent. Je crois que c'est un combat, voilà. L'art est un combat et ça porte un message très fort et ce public, oui, je crois qu'il est différent. Encore une chose à pointer, assez banale, mais à mon avis avec un sens précis, les applaudissements. Les applaudissements en Argentine, tu as l'impression d'être sur un stade de foot. Même si le spectacle n'a pas été forcément bon, parce que ils voient la vie d'une certaine façon. Même si la vie elle est dure, ils considèrent que la vie est une fête. La vie est un carnaval. Tout est un carnaval là-bas. En France, il existe ce côté philosophique, la pensée cartésienne. J'attends, je réfléchis. Peut-être je n'ai pas envie d'applaudir tout de suite. Je suis encore dans le spectacle avec toi. Je me pose des questions. Peut-être je suis très touché et je ne veux pas sortir de cet état tout de suite, juste parce qu'il faut que j'applaudisse fort. Je ne veux pas attirer l'attention, crier, taper des pieds tout de suite. Souvent, j'ai cette discussion avec mes amis français. C'est vécu comme une certaine froideur, mais en fait, c'est du retenu. C'est une réserve qui est inscrite dans leur éducation. Et est-ce que tu te lèves? Ici, on a eu une discussion entière là-dessus. Tu te lèves en Roumanie, presque pour tout. Et je parlais avec mes collègues acteurs de ma ville natale, Târgu Mureș, ils me disaient, on les a mal habitués. Plein de fois, on leur fait signe, on leur dit de s'asseoir, ce n'est pas si waouh, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si performants ou dignes d'être applaudis debout ce soir-là. Donc ils font signe que le public se lève pas, mais le public se rêve, voilà. Lapsus se lève par respect. Euh, Moi, je pense, encore une fois, que c'est de point de vue culturel, se lever après un spectacle.
En France, alors là, quand le public se lève, ce qu'on appelle le standing ovation, c'est du catharsis, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne va pas l'oublier. En Argentine, je pense que si tu peux te mettre debout et danser avec les artistes en même temps, c'est un motif de carnaval de toute façon. Je pense que ça tient de chaque culture. Ce point de vue de chaque peuple et l'éducation dans ce sens, très important, je pense que l'art contemporain, ça se cultive. Tu le cultives en tant que spectateur et ça nécessite un effort. Tu vas, tu cherches, tu te poses des questions. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on te donne juste pour que tu consommes, pour que tu dises ensuite waouh, c'est sublime, très beau, puis c'est tout. Ouais, bon, ici, je dois quand même te demander, il y a aussi plein de mauvais spectacles, et parfois ils sont annoncés comme formidables. Ouais. Comment tu distingues le mauvais du bon spectacle en tant que spectateur? La critique est déjà un filtre qui peut emmener le public sur un chemin. Ça peut influencer les gens à acheter ou pas un ticket pour aller voir un spectacle. Je pense que tu peux distinguer un bon spectacle d'un mauvais avec ton âme. Tu peux te retrouver dans un spectacle ou pas. Personnellement, j'apprécie beaucoup les amis ou les gens qui viennent voir mes spectacles et à la fin, ils viennent me dire ça n'a rien à voir avec ce que je ressens. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut me nourrir, qui puisse me nourrir, mais félicitations. Et personnellement, ça m'a fait penser, ça serait possible que ça bouge, ça me fasse réfléchir. Je disais tout à l'heure, si ça te fait poser des questions, si après ce spectacle, ta vision sur le sujet a changé, ou tu retournes dans ta famille, je pense qu'on a tous des problèmes de communication en famille. En pensant à mes sujets de spectacle, je parle de ça. Tu pars à la maison après un spectacle, tu prends ton père autrement et tu lui dis, tu sais, peut-être que par rapport à tel sujet, je devrais te demander les choses différemment. Les non-dits, à quel point les silences peuvent être durs. Parce que pendant ce spectacle, tu es resté attentif et ça t'a fait penser à ça. Donc voilà, ça pour moi c'est un bon spectacle. Et si le spectacle a été mauvais, je pense que tu es dans ce domaine du spectacle vivant, tu peux écrire, même détruire le travail d'un artiste, cet essai que l'artiste a proposé. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose, ni pour lui, ni pour toi, car tu te donnes du mal à verser autant de malheur et amertume. Peut-être qu'il n'a pas eu l'inspiration ou l'expérience nécessaire. Donc voilà, c'est assez délicat de dire qu'est-ce que c'est un beau spectacle, qu'est-ce que c'est un mauvais spectacle. Je trouve que déjà ce rapport est assez subjectif. Si le spectacle est mauvais, peut-être que c'est un exemple de ne pas recommencer, d'un exemple de voilà, tu as perdu ton temps comme ça, d'une certaine façon. La deuxième fois, tu vas peut-être faire attention, tu vas te documenter sur le sujet ou sur l'artiste qui est en train de proposer ça. Si le spectacle n'a pas été bon et peut-être toi, tu n'as pas été dans la disposition nécessaire pour l'accueillir, la deuxième fois, bah, tu te poses la question si tu es en mesure de le voir, si tu as la tête à ça. Euh, si ça te déçoit, c'est pourquoi. La faute, je pense que c'est quelque chose de partagé entre toi, moi, nous, car c'est un spectacle vivant, justement, le terme de vivant, ça bouge, ça se passe sur le moment, là. Tu viens en tant qu'artiste avec une proposition, il y a une communication directe avec ce public qui réagit. Un mauvais spectacle, un bon spectacle, voilà. Parce que la question était quand même à partir du point de vue du spectateur, aussi à partir de son retour. Est-ce que tu vois à quel point c'est difficile si tu es de l'autre côté de pouvoir dire si le spectacle était bon ou pas? Ouais, parce que justement, je crois que je suis derrière un spectacle également et je suis conscient combien de travail ça représente. Il y a des spectacles qui naissent par opportunisme. J'ai connu telle personne, grâce à celui-là, j'ai de l'argent, tac, je vais monter ma pièce, allez hop hop hop. Ou un tel théâtre m'a proposé cela, cette prod me paye le show. De toute façon, ça m'intéresse pas. Je me fais plaisir et puis c'est tout. Ça arrive parfois, malheureusement, je l'ai dit. Mais finalement, il s'agit d'un certain respect. Parlons, communiquons. Je crois que de cette façon, on peut améliorer les choses. Peu importe leur origine, bonne ou mauvaise, peu importe dans quelle direction ça va aller,
On a besoin de patience et réflexion et sortir de cette zone de confort. Arrêter de dire je veux, je suis, il n'y a qu'à Faucon. Je parlais ici en France avec des amis, moi je pense que c'est l'époque de je et de ce qu'il faut, mais qu'il ne faut pas que sinon toi il faut que, et je considère que toi il faut que. Donc voilà, ces deux notions me provoquent une immense allergie et j'essaye de les remplacer avec d'autres mots plus ronds, plus amicaux, chaleureux, qui peuvent justement nous permettre de mieux communiquer, même si on ne parle pas la même langue. Daniel Pop, jeune danseur et chorégraphe roumain installé à Paris, c'était notre invité d'aujourd'hui pour notre émission Jeunes en Europe. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.